Les vilains petits secrets de l'époque victorienne. Les dessous mal connus de l'époque victorienne. L'ère victorienne et ses secrets pas très clean. L'ère victorienne s'étend plus ou moins sur le règne de la reine Victoria entre 1837 à 1901. En fait, les historiens étendent légèrement cette période de quelques années. Elle est reconnue en Angleterre et dans le monde pour être le point culminant de la révolution industrielle outre-Manche. Cela dit, chaque époque cache de vilains petits secrets, même si sur le papier, tout semble parfait. Alors, qu'en est-il pour l'ère victorienne? Quel secret inavouable cache l'histoire sur cette période? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout, si le contenu de la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Cette petite précision faite, partons à la découverte de ces secrets cachés au cœur de l'ère victorienne. La grande puanteur. Vous avez probablement tendance à imaginer le Londres de l'époque victorienne comme une période faste, raffinée, élégante et emplie de classe. Des séries telles que La Chronique de Bridgerton ne sont d'ailleurs pas pour rien dans cette vision de cette ère, mais la réalité est définitivement tout autre. Un événement surtout va marquer cette expérience, bien que les Anglais n'en soient pas spécialement adeptes. En 1858, Londres baigne effectivement dans une odeur nauséabonde qui va littéralement rendre malade la population de la prestigieuse ville de Londres. En fait, les odeurs commencent à être plus que désagréables dès 1842. Mais pourquoi les politiciens n'interviennent pas durant cette période, surtout sachant que les eaux de la Tamise traversent la capitale anglaise? Plusieurs facteurs vont venir créer ce fameux été 1858 où Londres va littéralement être bloqué par la puanteur de la Tamise, à tel point que les politiciens ne vont pas pouvoir assurer leur emploi et le choléra va trouver sa source. À partir de 1820, les sanitaires font une arrivée massive dans les maisons londoniennes. À la bonne heure, allez-vous dire. Oui et non, car tous les détails n'ont pas été étudiés comme il se doit. Du jour au lendemain, la Tamise, qui certes est un fleuve qui se déverse dans la mer, se retrouve avec un déversement jamais connu d'excréments humains. Si, durant les premiers temps, un système est trouvé pour diriger les écoulements vers les champs, à cause du prix du personnel qui s'en charge et de la difficulté de la charge, il est abandonné. Oui, mais voilà, la Tamise est un fleuve stagnant, ce qui signifie que les ordures qui y sont jetées vont peu à peu rentrer en décomposition et ne vont plus être évacuées dans la ville, créant ainsi l'incident de 1858 surnommé la Grande Puanteur de Londres. Un certain docteur John Snow, avant la deuxième grande vague de choléra, va non seulement informer tout Londres que le choléra touche aux intestins et non aux bronches, mais il va aussi pointer du doigt les conditions d'hygiène de la ville dès 1842. Malheureusement, personne ne l'écoute et une nouvelle vague se propage en 1849. Mais notre homme ne se laisse pas aller et finit par trouver des soutiens inattendus auprès d'un révérend. Finalement, son travail va être pris au sérieux en 1858, date à laquelle l'odeur va paralyser la ville. Mais il ne connaîtra pas les retombées de ses découvertes. Il meurt ce fameux été, la ville est prise à la gorge par cette puanteur dès juillet. On parle d'un été particulièrement chaud qui va faire baisser le niveau de la Tamise, mettant à jour de dizaines d'années d'égouts non traités. Le gouvernement sera vivement critiqué pour ne pas avoir pris au sérieux le problème. Ce même été, des sommes colossales pour l'époque vont être débloquées afin d'endiguer cette catastrophe. En 1866, le choléra est enrayé, un nouveau système d'épurement des déchets est mis en place, connu sous le nom de système d'assainissement de Bazalgette. Il est à ce jour toujours utilisé. Ce système a donc laissé cet incident de côté et a permis de rendre Londres une ville propre et saine. Enfin, autant que faire se peut pour une grande ville. Les secrets de la nourriture. Durant l'époque victorienne, la société anglaise était à deux vitesses. D'un côté les riches et de l'autre les pauvres, sur qui nous reviendrons plus tard dans cette vidéo. Les riches étaient très riches et les pauvres très pauvres. Jusque-là, tout est clair. Cela dit, il ne faut pas croire que niveau nourriture, tout était aussi simple. Même avec de très gros moyens, les Anglais ne pouvaient pas se protéger des escrocs qui leur vendaient des produits pas toujours au top. Et oui, en cette époque d'émergence, les produits alimentaires n'étaient pas à l'abri de quelques petites combines pour les rendre plus rentables. Combine 1,
Plus le pain était blanc, mieux il se vendait. Le pain blanc était signe de qualité. Cela a donc poussé certains marchands pas très regardants à changer la recette de ce mets qui à l'époque pouvait être le point central d'un repas. Et voilà comment débuta la merveilleuse histoire du pain au plâtre, oui, à la sciure de bois. Oui, vous avez bien entendu. Afin de rendre le pain plus rentable, certains et ciment la farine au profit de plâtre qui rendait le pain plus blanc. Si ce pain n'était pas toxique en soi, les retombées d'un tel procédé étaient à long terme assez néfastes pour l'organisme. Combine 2, du lait agrémenté d'une petite dose de borax. Alors oui, nous parlons bien de ce détergent que l'on retrouve dans les lessives. Oups! N'ayant pas à l'époque de conservateur et pour assurer que le long trajet du lait de la ferme à la ville n'allait pas altérer le produit, il n'était pas rare que le marchand y verse un peu de borax. Le goût du lait masquait le goût aigre du produit et le tour était joué. Ah, les joies de la nourriture d'antan. Mais des petites combines comme ça, il en avait tout un stock. Vous êtes prêts? Alors voici les paires de l'époque victorienne. De l'arsenic dans le pudding pour lui donner un meilleur aspect. Pour le consommateur, pas sûr que le résultat soit vraiment flatteur. Du plomb dans le fromage pour lui donner une couleur plus orangée. Heureusement, il n'y avait pas de détecteur à métaux pour rentrer dans les bâtiments publics. Du fer dans la bière et le rhum pour les rendre plus présentables. En même temps, quelle idée de boire! Heureusement, en 1875, le gouvernement, probablement après un petit repas arsenic, borax et plâtre, a décidé de voter une loi afin de calmer le jeu. Dans un premier temps, pour s'assurer que les produits seront non toxiques, puis peu à peu, les lois vont évoluer pour s'assurer que le consommateur puisse manger comme il se doit. Ouf! Enfin, le plaisir de la table avec des tripes de brebis de premier ordre. Les femmes durant la période victorienne. De nombreux films et séries nous retracent la place de la femme durant cette époque victorienne. La plupart du temps, n'ayons pas peur des mots. Le sujet tourne en dessus de leur jupon. On parle de la libération sexuelle de la femme, des plaisirs de la chair, etc. Mais il faut se le dire, s'il s'agit là de la vision hollywoodienne de l'époque, dans la vraie vie, ces dames n'avaient clairement pas une évolution aussi satisfaisante. Dans l'ère victorienne, les femmes sont divisées en deux catégories. Les femmes du peuple, qui, soyons clairs, n'avaient pas la vie facile, loin, mais alors très loin de là. Et les femmes de la classe aisée, qui n'avaient pas non plus de statut franchement enviable. Pour dire les choses telles qu'elles sont, la femme sous l'ère victorienne n'a simplement pas de statut. Elles sont considérées comme des objets de procréation et sont destinées à s'occuper de la maison. Elles n'ont bien entendu pas le droit de vote ni celui d'avoir un compte. Elles ne doivent pas perdre leur virginité avant le mariage, n'ont pas le droit de porter plainte ni celui de travailler dans la plupart des secteurs. Les seuls travails qui sont vaguement autorisés sont le métier d'enseignante, de maîtresse de maison, de dame de compagnie et dans le médical. Si sous l'ère victorienne les métiers dans le domaine du médical s'ouvrent aux femmes, dont celui de médecin, il faut tout de même regarder cette pseudo-liberté avec philosophie. Les femmes sont tolérées en tant que sages-femmes ou infirmières tant qu'elles sont sous les ordres des hommes. Par contre, si elles sont médecins, leur parcours risque bien souvent d'être semé d'embûches. Au petit détail qui a tout de même son importance, la femme de cette époque n'est pas reconnue, ni elle, ni ses droits. Ce qui signifie qu'en cas de divorce, elle perd l'intégralité de ses droits de parents au profit de son mari. Il n'est pas rare que la femme se voit donc enlever ses enfants et que le père lui interdise de s'approcher d'eux. Lui, par contre, n'a effectivement pas de compte à rendre. Pour autant, bien que de nombreux hommes ne se gênent pas pour tromper leur femme, il est assez mal vu de battre son épouse. Attention, nous ne disons pas que cela n'existe pas, bien au contraire, certains y vont même de tout leur cœur, mais la société ne l'accepte pas réellement. On peut même dire que c'est mal vu. Mais comme les femmes ne peuvent pas porter plainte, on va dire que ces agissements sont peu souvent dénoncés. La mode à l'époque victorienne. Après ces petits secrets inavouables sur l'ère victorienne, finissons cette vidéo avec un peu de légèreté et parlons de la mode. Enfin, légèreté, tout est relatif. Comme vous allez très vite vous en rendre compte, la mode de l'époque a aussi quelques particularités intéressantes à connaître. Il faut souffrir pour être belle. Vous avez déjà entendu ce dicton un certain nombre de fois, je suppose. Mais à l'époque victorienne, eh bien, il ne fallait pas rigoler avec ce dicton. Dans le top 5 des modes de cette époque, on note la présence de la crinoline.
Ce sous-vêtement initialement fabriqué à base de crâne de cheval va évoluer jusqu'en 1867. Il devient alors une espèce de cage métallique qui donne du volume aux jupes des dames. Absolument énorme, peu mobile et terriblement dangereux. On ne compte pas le nombre de dames l'ayant porté et ayant bousculé une lampe à pétrole qui se sont retrouvées brûlées vives dans leurs jolies robes, pas tip-top, vous l'admettez. Autre petit point de mode de l'époque qui ne compte plus ses victimes, le corset. Au début de l'ère victorienne, on connaît déjà les risques de porter un corset trop serré, pourtant les dames de l'époque doivent le porter pour réussir à paraître appétissantes auprès des hommes qui les sauveront de leurs conditions de simples trophées, pour en faire des potiches d'intérieur. Vous en abusez, résultat côte brisée, descente d'organes, problèmes respiratoires, etc. Dans la série mode et ce qui n'est pas toujours bon à prendre, savez-vous que les chapeaux que l'on voit sur les illustrations avaient vraiment des oiseaux dessus? Oui, il ne s'agit pas d'ornements fictifs, mais bel et bien d'oiseaux morts et empaillés que les gens de la haute société arboraient fièrement dans des sorties dominicales. Charmant, n'est-ce pas? Cela dit, les oiseaux ne seront pas seuls victimes de la mode victorienne. Et oui, les blattes aussi vont contribuer à rendre les femmes plus belles. En effet, les broderies de l'époque étaient connues pour être faites à base d'ailes de scarabée. Sachez qu'il existe beaucoup d'autres petits secrets de la mode à l'époque victorienne, mais après en avoir déjà assez appris, mieux vaut peut-être s'en garder sous le coude. Cependant, si vous connaissez quelques histoires croustillantes de cette époque, vous pouvez les mettre en commentaire juste en dessous. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt.